That Fresh Morning. That Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Ce matin, nous n'aurons ni la rubrique de sport, nous n'aurons ni la rubrique de Mosley, vu que le ministre de la Culture et des Sports est avec nous. Donc, on aura un pan politique et bien sûr un pan sportif. Pépé, bonjour. Bonjour Dafresh. Comment tu vas ce matin? Toujours bien. Mosley, bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour tout le monde. Bonjour, monsieur le ministre d'État. Bonjour. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir. D'accord. Alors, vous êtes en pleine tournée un peu des médias pour expliquer, pour rester connecté à la communication. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui vous pousse à faire ce tour des médias? Je crois qu'on a besoin d'expliquer ce que nous faisons. Il y a une politique du sport qui existe, qui est mal connue. On ne juge le sport que par les difficultés des fédérations, les difficultés de l'équipe nationale, les difficultés de tout genre. Mais il existe des hommes et des femmes qui travaillent au quotidien pour bâtir une stratégie, une politique du sport. Et il est bon de l'expliquer parce que nous avons malheureusement fonctionné de telle sorte que nous avons privilégié certains segments. Nous avons privilégié le sport élite. Alors qu'en réalité, le sport, il se construit, c'est comme une maison. Il faut les fondations. Les fondations dans le sport, c'est la détection, c'est la formation, c'est l'encadrement. Et c'est aussi la construction des équipes qui soient fortes, des clubs qui soient parfois omnisports, mais lorsqu'ils ne le sont pas, qu'ils aient au moins tous les segments dédiés à la discipline. Donc c'est ce qu'on tente de mettre en place avec la possibilité de contrat-programme. Nous pensons simplement que nous pouvons être une terre de sport, sans être forcément des champions d'Afrique, des champions du monde, mais une terre où le sport est véritablement un enjeu, parce qu'il y a une économie du sport, il y a la création d'emplois dans le sport, et il faut bâtir les filières. Voilà. Alors, vous avez récemment signé, vous avez tout à l'heure parlé évidemment de détection et de faire en sorte qu'il y ait une meilleure lisibilité en termes de promotion du sport. Et récemment, vous avez signé un contrat avec la Gabon Oil Company. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se posent la question de savoir, on fait un contrat pour le financement de l'OCSU et je crois également pour le championnat national de football. Est-ce que, en ce qui concerne l'OCSU, il y a eu un travail préparatif en amont, notamment lié aux infrastructures scolaires qui devraient accueillir les sportifs? Vous savez, nous sommes dans un pays où chaque fois qu'on engage une réforme, on engage un projet, on vous dira toujours les raisons pour lesquelles ça ne peut pas marcher. Et pourtant, il faut bien commencer. On n'a pas construit d'infrastructures dans les écoles, c'est un fait. Mais dans tous les quartiers de Libreville, à l'intérieur du pays, il y a au moins une ou deux infrastructures qu'on peut solliciter, qu'elles soient publiques ou privées. Il faut qu'on commence. On ne peut pas continuer à faire du sport sans que les gamins, depuis l'école primaire éventuellement, surtout le secondaire, soient impliqués dans la pratique du sport. C'est lorsqu'on est enfant qu'on est disposé à se donner encore pour le beau jeu, pour le plaisir. Et c'est là qu'on peut détecter les pépites qu'on va ensuite encadrer. Le problème aujourd'hui, c'est que l'OCSU a toujours existé. Mais l'OCSU a connu des difficultés liées à son organisation, liées à la lourdeur administrative, liées au conflit de compétences entre le ministère des Sports, le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère de l'Éducation nationale. Mais tout ceci a fait que les enfants en ont pâti. Donc, au sommet, il y a eu des difficultés d'interprétation des textes et les enfants en ont pâti. Il faut que les enfants retrouvent une activité physique normale, une activité de loisir, une activité sportive. Et c'est l'enjeu de cette convention qui va être négociée et signée, qui n'est pas encore signée. Vous me demandez si les conditions ont été prises en compte. Nous avons décidé de mettre en place des bassins sportifs pour mettre à profit les installations construites pendant la CAN, les deux CAN 2012 et 2017. Naturellement, ça a été pour le football. Et dans la plupart des terrains, notamment Franceville et OIM, on n'a pas construit de plateaux. Il faudra compléter par des plateaux. Mais si vous prenez le stade Michel Essongué de Port-Gentil, il y a des plateaux extérieurs de basket, de hand, de volley, etc., où on peut faire plusieurs activités. Donc, il y a des bassins sportifs qui ont été identifiés. Il y a le bassin sud-sud-est, c'est-à-dire Haute-Ogoué, Ogoué-Lolo. Il y a le bassin nord-nord-est, Wolentem, Ogoué-Bindo. Il y a le bassin ouest avec Port-Gentil d'une part, qui est isolé. Il y a le bassin central de Libreville et ses environs. Et il y a un bassin qui va inclure le Moyen-Ogoué, l'Angounié et l'Anyanga. Pourquoi ces bassins? Parce que nous souhaitons que les enfants puissent jouer déjà à l'intérieur d'une province et qu'ils puissent jouer également avec d'autres provinces. On a donc rassemblé les provinces qu'on peut parcourir par la route pour éviter les problèmes de transport aérien. Il n'y a pas de compagnie aérienne ni de sonon. Et donc, on va aller par la route, c'est plus simple. C'est cela qui est en jeu aujourd'hui. Mais encore une fois, c'est une politique qu'il faut expliquer. Il faut expliquer parce qu'il faut du temps pour avoir des résultats dans le sport.
Malheureusement, depuis mon arrivée à la tête du département, j'ai fait le constat que nous faisons face toujours à deux dictatures. La dictature de l'urgence, il faut faire vite. Et puis la dictature de l'argent, il faut qu'il y ait de l'argent. Mais on n'a pas déterminé ce qu'on fera de cet argent. Il n'y a pas de plan. Et donc, on vous donne des milliards. Si vous n'avez pas de plan, mais ces milliards vont aller à l'eau parce que vous ne savez pas comment les investir. Et aujourd'hui, on tente de mettre en place une stratégie qui va construire avec le comité olympique, avec les fédérations, de vrais contrats-programmes avec le ministère. On ne pourra financer que sur la base d'une activité sportive dédiée et avec des contrôles. Concrètement, pour le cas de l'OCSU, étant donné que vous parliez de plan, comment est-ce que ça va se structurer? Je veux dire, quand est-ce que ça débute exactement et quels sont les sports qui vont être concernés dans les différents établissements scolaires? Nous travaillons à débuter l'OCSU cette année. Nous nous sommes donné une marge jusqu'à la fin du mois de mars pour lancer l'OCSU. Nous souhaitons lancer à la mi-mars, mais on se donne une marge de 15 jours supplémentaires, sait-on jamais. Donc, à la fin du mois de mars, au plus tard, on va lancer les Jeux scolaires universitaires qui ne vont plus s'appeler OCSU parce que l'OCSU n'existe quasiment plus, mais les Jeux scolaires et universitaires. Le calendrier prévoit que cela débute à la mi-mars pour s'achever à la fin du mois de mai afin de laisser les mois de juin et juillet consacrés aux examens de fin d'année. Il y a donc un calendrier qui est étudié, qui est examiné. Cela fera l'objet des discussions que nous présenterons au Conseil des ministres prochainement, mais déjà au niveau du séminaire gouvernemental que convoque le Premier ministre, M. Julien Kogebe-Kalé. Donc, la stratégie existe. Ensuite, maintenant, si vous voulez, les disciplines qui ont été retenues, il y a déjà les grandes disciplines qui sont connues. Il y a le football, le basket, le hand, le volley. Mais on va également mettre l'accent sur l'athlétisme dans ces différentes disciplines. Parce que bon, il est important d'avoir des champions du Gabon, de 60 mètres, de 100 mètres, etc. Donc l'accent sur l'athlétisme. Mais on va aussi introduire de plus en plus des sports de combat, les arts martiaux, taekwondo, judo, karaté, etc. Parce qu'il y a un vrai potentiel gabonais dans ces sports et que malheureusement, ils ne sont pas encore intégrés dans les sports OCSU pleinement. Donc on va le faire. Monsieur le ministre, avant que la GOC n'arrive, on parlait d'avoir 1 milliard, que vous aviez déjà 1 milliard et que vous demandiez... J'ai dit que j'avais 1 milliard en budgétaire. Voilà. Ça veut dire quoi en budgétaire? En budgétaire, ça veut dire que j'ai une inscription, une prévision budgétaire. Et c'est dans cette inscription que j'ai sollicité le budget pour mettre à disposition le 1 milliard de francs pour lancer le championnat. Donc la procédure a été engagée et vous connaissez tous aujourd'hui la situation de la tension de trésorerie de l'État. Donc on n'a pas pu débloquer cela en temps, ce qui a amené le gouvernement a engagé des discussions avec un opérateur sous l'arbitrage du Premier ministre pour que la GOC nous accompagne à hauteur de ce milliard parce que les questions sont posées. La GOC accompagne le championnat à hauteur du milliard qui était prévu pour jouer ce championnat et un aménagement spécial a été fait par la LINAF et les clubs pour qu'il y ait 12 journées en phase de poule. Il y a des poules qui ont été déterminées et ensuite il y aura des playoffs qui vont opposer les meilleurs des différentes poules à Libreville. Ça voudrait dire que la GOC va également continuer à payer les joueurs comme l'État le faisait? C'est dans le même modèle? Est-ce que c'est dans le... vous allez... Alors, vous posez une question fondamentale. Nous avons décidé de changer de modèle économique dans le sport. Depuis 2012, on a créé autour de la question du sport et principalement du football une forme de bulle. Ça veut dire que les salaires et les enjeux financiers dans ce sport ne correspondent pas à la réalité du sport dans notre pays, qui n'est pas structuré, qui n'a pas de sponsor, qui n'a pas de financier, où il n'y a pas une billetterie qui permet d'avoir de l'argent, où il n'y a pas de droits de télé qui permettent d'avoir de l'argent. Et donc, ce n'est que sur l'argent de l'État. Et lorsque l'État est en difficulté comme aujourd'hui, tout le sport est en difficulté. Donc, il faut changer de modèle économique. Mais ce changement ne peut pas se faire de manière brutale. Donc, c'est une année de transition. Nous saisissons déjà la LINA pour lui dire, mais attendez, il faut sortir du football professionnel parce que ça n'a pas marché. Mais c'est une année de transition au cours de laquelle nous prenons en charge un certain nombre d'éléments du fonctionnement du championnat et un certain nombre d'éléments de fonctionnement des clubs. Mais encore une fois, il faut le dire très clairement, la vocation de l'État n'est pas de payer les footballeurs. L'État n'a pas de footballeurs comme employés, comme agents publics. Donc, l'État n'a pas vocation à payer les footballeurs. Les footballeurs sont sous contrat avec leur club. C'est au club de payer les footballeurs, mais c'est une année de transition. Monsieur le ministre, on est à on va dire à moins d'un mois, à un peu plus d'un mois le prochain match des Panthères football face au Burundi. Au Burundi, ce sera le 22 ou le 23 mars prochain. Et il y a récemment c'est le 22 ou le 23. Le 23, d'après le 23 mars. Le sportif. Non, mais souvent,
la FIFA autorise aux fédérations ou bien à l'État on vous donne une marge et puis vous choisissez un ou deux là-dedans. Donc souvent, on dit le week-end, la période du 22 au 24, c'est là-dedans que vous devez choisir votre match. Donc le match sera soit le 22, soit le 23. D'accord, merci. Voilà. Est-ce que récemment on a entendu une sortie de Daniel Cousin au sujet de son contrat qu'il n'aurait pas encore signé. Un article de Jeune Afrique. Voilà. Relayé par la presse locale. Voilà. Et je voulais savoir quelle est votre réaction sur cette situation. Surtout savoir s'il s'agit, monsieur le ministre d'État, d'un contrat tacite ou un réel contrat. Vous savez, c'est dommage qu'on en vienne à discuter de ces sujets-là sur la place publique. Et je l'ai dit, ça a été mal compris, mais bon, je n'ai que... Ah oui, monsieur le ministre d'État, ils ont mal pris votre opinion. Je n'ai que deux langues que je sais parler, le franc et le français. Il m'arrive de mal m'exprimer. Bon, ce que je voulais exprimer simplement, c'est que monsieur Daniel Cousin a été retenu pour être sélectionné de l'équipe nationale, avec l'objectif de qualifier les Panthères. Entre-temps, monsieur Daniel Cousin a un contrat de manager de l'équipe qui n'a pas été remis en cause. Et ce contrat s'achève le 28 de ce mois. J'ai donc indiqué qu'il y a un contrat qui est en cours et qu'on lui a confié une mission. Dans le cas de l'exécution de cette mission, il reçoit des primes d'entraîneur lorsqu'il y a des matchs qui se jouent. Et nous lui avons dit, tu qualifies l'équipe, on s'assied, on négocie un contrat. Et si tu ne qualifies pas l'équipe, on s'assied, on rebâtit le football et on regarde si c'est à toi qu'on confie. Il le sait, nous le savons. Je suis donc étonné de cette sortie. Ensuite, il y a eu des soucis dans le paiement de son salaire. Il m'en a parlé il y a à peu près 3 semaines. Et dès qu'il m'en a parlé, parce que je n'étais pas informé qu'il n'était pas régulièrement payé. Une fois que vous signez un contrat, le contrat s'exécute. Et il m'a dit, mais vous savez que je ne suis pas encore régulièrement payé. Il faut d'abord rappeler que lorsque je suis devenu ministre, ça faisait déjà plusieurs mois, sinon entre 18 et 20 mois, qu'il n'était pas payé, qu'il n'avait même pas de contrat. C'est moi qui lui ai fait faire un contrat et qui ai demandé à ce qu'il soit payé. On a commencé à apurer, il reste de l'argent à payer. J'ai instruit pour que cet argent soit payé. Donc j'ai exprimé une frustration qu'un tel sujet qu'il m'a confié, avant que j'ai eu le temps de m'en occuper, que c'est sur la place publique. Et j'ai indiqué que, à moins de deux mois d'un match capital, que c'était antipatriotique de le faire. Je n'ai jamais dit que c'était antipatriotique de réclamer un salaire. Lorsqu'on travaille, on a droit à un salaire. Et ce salaire lui sera payé. Ce que j'ai dit, c'est qu'il est antipatriotique de mettre le feu dans la maison alors qu'on est à quelques semaines des matchs capitales. C'est tout. Monsieur le ministre, pour que les auditeurs comprennent bien, vous avez dit tout à l'heure qu'en arrivant, vous aviez déjà trouvé Daniel Cousin avec des aérés. Ce fut en tant que manager ou en tant que coach? En tant que manager. Je viens de vous réexpliquer et je reprends. Il était manager général de l'équipe nationale A des Panthères, sans contrat et sans salaire lorsque je suis arrivé. Et ça faisait presque 2 ans qu'il n'était pas payé. Bien, je suis arrivé, ce problème a été soumis par lui-même, je l'ai reçu. J'ai donc régularisé en lui faisant un contrat avec le président Mungengui et on a déterminé dans ce contrat un effet rétroactif pour prendre en compte les impayés qui lui étaient dus. Ceci a commencé à être payé, d'accord? Ça a commencé à être payé en bonne partie. Et entre-temps, on a libéré Camacho et on a confié à Daniel Cousin. Si vous vous souvenez, la mission c'était de qualifier les Panthères. Nous n'avions pas le temps à ce moment-là, je ne vais pas parler de l'urgence. Nous sommes toujours sous la dictature de l'urgence. On n'avait pas le temps à ce moment-là de lancer un appel d'offres et de faire toutes les procédures pour un sélectionneur. On a confié l'équipe à quelqu'un qui connaît l'équipe, qui en a été le capitaine, qui en a été le manager général, en lui disant « qualifie l'équipe ». Il le sait. Dans ce cadre-là, ce qu'il avait lui comme prime, c'était les primes d'entraîneur lorsqu'il y a des matchs. Entre-temps, il continue à avoir son salaire de manager général. Donc, on va régler ces questions-là. Moi, j'ai donné des instructions pour que Daniel Cousin rentre en possession de ce qu'il est dû. Parce qu'il doit prendre en charge l'équipe. Ce que j'ai reproché, c'est de mettre sur la place publique un sujet qu'il m'a confié avant même que j'ai commencé à le traiter. C'est ce que j'ai reproché, mais chacun sa stratégie. Et donc, s'il y a des incompréhensions, j'en suis désolé. J'ai pu mal m'exprimer, j'en suis désolé, mais ça peut arriver qu'on s'exprime mal. Moi, le français n'est pas ma langue de première acquisition, je peux me tromper. Monsieur le ministre d'État, vous avez dissous certaines agences qui tournaient autour du ministère des Sports et de l'activité sportive. Aujourd'hui, ces gens-là, ils font des mouvements. Mais attendez, le problème, il ne faut pas le poser en ces termes-là. D'accord. Les agences ont été créées pour un certain nombre de missions qui leur ont été confiées par l'État. Les agents n'ont pas pu atteindre ces missions, non pas parce qu'ils ont été incapables de manière humaine ou intellectuelle, mais parce qu'ils n'ont pas eu les moyens, l'accompagnement nécessaire de l'État, notamment les ressources financières. Si vous prenez la
comment ça s'appelle? La NAGESC. La NAGESC. Si vous prenez la NAGESC, j'ai reçu longuement le directeur général de la NAGESC, qui est un compatriote, qui a des capacités avérées, et qui est parti sur un principe simple. Les coûts d'entretien des installations, c'est 10% des coûts de construction. Donc si vous avez mis 1 milliard pour construire une maison, il faut prévoir chaque année 10% du milliard pour l'entretien de la maison, si vous voulez qu'elle soit en bon état. On a construit des installations sportives autour de 400 à 500 milliards selon ce qu'on intègre dans ce coût. Et malheureusement, on n'a pas été capable chaque année de mettre 4 milliards pour entretenir. Et donc, il y a même des années où des agents ont fait 3 mois sans salaire. Et c'est ce qui a amené l'État à se dire, bien, au lieu de continuer de cette façon-là, il vaut mieux s'arrêter, refondre tout ça dans une même entité et réorganiser. Ce qui amène aujourd'hui à observer que bon, ça fait à nouveau 3 mois qu'ils n'ont pas de salaire. Je les ai reçus, on a discuté et ils m'ont indiqué qu'ils attendaient que je leur confirme sur papier ce qui va être fait. Quel sera leur sort? Qu'a décidé le gouvernement? Ceux d'entre eux qui sont des agents publics repartent au sein de leurs administrations d'origine. Ceux qui sont sous contrat privé seront gérés conforme au texte en vigueur. À savoir, il y aura un plan social pour libérer les uns et les autres, calculer les droits, payer les droits. Et nous avons commencé à travailler avec l'inspection du travail. On a mis en place un comité pour travailler, à examiner, à calculer leurs droits. Donc, une fois que tout ça est confirmé, on agit. Le problème, ce n'est pas de se dire « Ah, ils sont à l'abandon », mais ça fait des mois déjà qu'ils l'étaient. On ne pouvait pas continuer. Et aujourd'hui, quand vous voyez les installations, on parle beaucoup du stade de l'Amitié qui est en train de se dégrader. On parle du stade d'OIM. Il faut changer de modèle là aussi. Nous avons commencé à discuter avec le conseil départemental du Wolo pour dire cette installation, elle est chez vous. Donc, comment on fait pour qu'on se mette ensemble? Parce que la loi sur la décentralisation prévoit le transfert d'un certain nombre d'installations construites par l'État. Donc, comment on fait pour vous transférer l'installation tout en vous accompagnant? Parce que la loi le prévoit. Mais surtout, quel est le modèle qu'on met en place? Quelle est l'utilisation qu'on fait de ces stades? 2 décisions ont été prises. La première, c'est que les matchs de championnat vont se jouer sur ces installations-là. Elles ont été construites, il faut qu'elles servent à quelque chose. C'est une décision importante. La seconde, c'est que lorsqu'on fait les bassins sportifs, dans la réforme de l'INJS, ces stades-là vont accueillir des académies de sport pour former les enfants qui ont été détectés et qui veulent faire du sport leur métier. Donc, il faut un projet. Il n'y avait pas encore jusqu'à présent de projet derrière ces installations et nous tentons avec le gouvernement de les mettre en place. Mais monsieur le ministre d'État, les observateurs ont quand même trouvé bizarre que le vendredi, il y a une décision du Conseil des ministres sur la dissolution des agents et le lundi, il y a comme un rajout. Un rajout. Un rajout de quoi? Avec la suppression du Fonds national de développement du sport. Mais non. Les observateurs ont trouvé ça. Vous voyez, le Conseil des ministres prend une décision. La communication qui est faite ensuite du Conseil des ministres peut être faite en 2 temps ou en 3 temps. Je ne comprends pas pourquoi on voudrait mettre une polémique là où un Conseil des ministres s'est prononcé. Je ne suis pas capable, moi, de dire sur la place publique ce que n'a pas dit le Conseil des ministres. Nous sommes allés en Conseil des ministres et nous sommes en plein programme avec le FMI. Et dans ce programme avec le FMI, il y avait des interrogations sur certaines agences. On a commencé par celle-là, mais ça va se poursuivre avec d'autres agences. Donc une communication a été faite. Je ne suis pas le porte-parole du gouvernement, je ne le suis plus. Et donc c'est le porte-parole du gouvernement qui, dans sa communication, dans son communiqué, a fait en sorte qu'il y ait certaines décisions qui soient rendues publiques dès le lendemain et d'autres ont été rendues publiques le lundi. Ce n'est pas un problème en soi. Ça n'a pas été rajouté. Ça faisait partie du Conseil des ministres et des décisions du Conseil des ministres. Voilà. Mais j'en profite pour... Est-ce que vous n'avez pas encore vu plusieurs conseils des ministres avec la suite qui arrive, notamment les nominations? Par voie de presse. Par voie de presse. Donc je ne vois pas en quoi ça devient un problème. On n'a pas à rajouter. Le FNDS est un compte d'affectation spéciale. Ce n'est pas un établissement public. Et donc, le compte d'affectation spéciale du FNDS, il est fait pour accueillir une partie des droits d'assises et des jeux de hasard pour financer le sport. Et ce fonds continue à être alimenté par les droits d'assises qui permettent aujourd'hui de financer grandement les activités du sport. Mais l'organisation du FNDS n'a pas été faite en termes d'établissement public. Il n'y a pas de texte qui en font un établissement public. Donc c'est un mauvais procès et c'est un mauvais débat. Et ne rentrons pas dans des querelles de personnes. Nous sommes dans l'État. L'État donne des orientations, l'État agit dans l'intérêt général de la République. Monsieur le ministre d'État, vous avez dit que vous deviez mettre en place l'Office national du sport. Oui. Jusqu'aujourd'hui, rien n'est fait. Mais monsieur, l'Office doit être mis en place par une loi.
Cette décision a été prise le 16 novembre. Depuis le 16 novembre, nous n'avons pas tenu le Conseil des ministres. Parce que vous connaissez la situation du pays aujourd'hui. Et nous étions également en intercession parlementaire. Le Parlement va faire son entrée dans quelques jours. Et à ce moment-là, le texte sera présenté au Parlement parce que c'est une loi. Ce n'est pas une simple décision. On a dit qu'on crée l'office se crée par la loi. Et le texte est déjà fait, les statuts ont été rédigés, nous attendons seulement de les transmettre au Parlement dans la procédure d'adoption normale. Vous avez déjà jeté un œil sur ce texte? Vous êtes un élu du peuple. Non, mais je ne siège pas parce que bien sûr, mais quand même, vous avez jeté l'œil. Il est au gouvernement, c'est son suppléant. Mais le texte est conçu dans le département que je dirige, donc j'ai jeté un œil, j'ai travaillé dessus. Je n'ai pas fait que jeter un œil, on a travaillé sur le texte avec les experts du ministère, les experts du secrétaire général du gouvernement et d'autres administrations. On a travaillé sur le texte. Très bien. Monsieur le ministre, ça fait plus d'1 an déjà qu'il n'y a pas de fédération gabonaise de taekwondo. Et récemment, il a été commis au Comité national olympique de restructurer cette fédération. Où en est-on exactement ? Le Comité national olympique travaille à restituer la fédération. Ils ont commencé déjà à faire un grand travail, notamment d'élaboration des textes, parce qu'il y a un enjeu fondamental. Nous risquons de ne pas être qualifiés pour les Jeux olympiques si le Gabon n'arrive pas à restituer le taekwondo. Or, c'est là que nous avons notre champion olympique et sur lequel il y a un certain nombre d'espoirs de médailles à nouveau. Donc, nous travaillons avec le Comité national olympique qui nous a soumis un programme. Ils ont commencé à travailler sur l'élaboration des textes et là, maintenant, ils doivent se déplacer en province pour aller procéder aux différentes élections des ligues avant d'arriver à l'élection du bureau. Mais nous y travaillons. Le week-end écoulé, je crois, il y a quelques jours, on a assisté au challenge du Grand Maître Park et ça s'est très bien passé. C'est une fédération essentielle. Mais là-dessus également, il faut qu'on se comprenne. Les textes du ministère sont très clairs. Nous ne pouvons pas, jour et nuit, indiquer qu'il ne faut pas d'ingérence, mais c'est l'État qui met l'argent pour le fonctionnement. Et donc l'État doit regarder sans faire d'ingérence sur l'élection des uns et des autres. Une fois qu'un bureau est élu, on doit s'assurer que le bureau travaille conformément au texte en vigueur et c'est la mission de l'État d'être le régulateur. Donc nous soutenons cette initiative du Comité national olympique qui, dans ce domaine, à l'appui de la Fédération internationale de taekwondo. Monsieur le ministre d'État, est-ce qu'on va continuer toujours au cyclisme à avoir des mauvais résultats alors que l'État gabonais met beaucoup d'argent dedans? Il y a un de vos prédécesseurs qui avait décidé de complètement mettre fin, de geler un bon bout de temps cette activité. Mais bon, je sais pas, peut-être l'État a décidé le contraire et a décidé encore de refinancer le cyclisme gabonais qui ne cesse de nous amener des mauvais résultats. Il n'y a pas un cyclisme gabonais. Il n'y a pas de cyclisme gabonais aujourd'hui. Il y a la Tropicale Amissa Bongo, mais il n'y a pas de cyclisme gabonais en ce sens que nous avons une fédération dont le bureau est incomplet, qui n'a pas les ressources humaines, financières suffisantes pour s'organiser. Il faut donc réorganiser cette fédération et nous avons fait appel à l'UCI, qui nous a envoyé un expert avec lequel on a travaillé et qui nous a fixé un programme de développement. Ce que j'ai dit moi, et je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est qu'il n'y aura pas d'équipe gabonaise à la prochaine tropicale si nous n'avons pas entre-temps organisé de compétitions nationales qui nous permettent de détecter les meilleurs qui vont composer l'équipe nationale. Vous avez aujourd'hui 8 cyclistes et l'équipe elle est composée entre les 8 cyclistes et il faut 6 pour faire une équipe. Vous comprenez que le vivier n'est pas suffisant pour qu'on ait les meilleurs. Et s'il n'y a pas de vivier, c'est parce qu'il n'y a pas de cyclisme. Il ne faut pas se voiler la face. Mais il y avait un cyclisme avant. Non, mais attendez. Mais on fait les mêmes constats. Vous faites des constats et moi je trouve des solutions. Une fois qu'on a fait des constats, de se plaindre à longueur de journée ne sert à rien. J'ai dit, et je travaille avec des partenaires pour que dans les différentes provinces du Gabon, notamment Haute-Goué, Wollentem, Ngounié et Moyen-Ogoué, là où il y a les preuves cyclistes et Libreville, l'estuaire, il faut qu'il y ait des compétitions soutenues par des opérateurs économiques, soutenues par les collectivités locales avec l'appui du gouvernement. Parce que dans le domaine du sport, il faut qu'on s'accorde une bonne fois pour toutes. Pourquoi ça marche chez les autres et ça ne marche pas chez nous? Chez les autres, ça marche parce qu'on implique plusieurs acteurs. Il y a l'État, il y a les collectivités locales, il y a les entreprises privées, il y a même des mécènes. Or, chez nous, il n'y a que l'État. Mais que font les collectivités? Il faut les impliquer. Il serait bon qu'il y ait demain le challenge du maire de Libreville dans le cyclisme. Qu'il y ait la compétition du président du conseil départemental d'Ampassa dans le cyclisme. Et que ces différents challenges permettent de détecter les meilleurs qui vont composer l'équipe nationale. Je l'ai indiqué. Et là, nous sommes au mois de février. On a adopté un calendrier. Si, avant la prochaine tropicale,
on n'a pas exécuté ce calendrier, il n'y aura pas d'équipe nationale à la Tropicale si je suis en comité des sports. Parce que la Tropicale doit arriver comme un aboutissement. La Tropicale ne peut pas être le terrain d'entraînement et le terrain de compétition pour notre équipe. La Tropicale, d'autres arrivent, viennent compétir. Nous devons aller compétir au même niveau que, d'autant plus ça se joue sur nos routes. Donc nos Gabonais doivent connaître ces routes, doivent en connaître tous les nids de poules, comme je le dis souvent, mais il n'y aura pas, c'est une décision que je partage, il n'y aura pas d'équipe nationale si entre-temps on n'a pas fait les compétitions. Vous savez, la Tropicale est une très bonne chose. Mais s'il n'y a plus une stratégie nationale pour notre équipe, la Tropicale va tuer le cyclisme gabonais. Parce qu'on aura toujours ces mauvais résultats. Et les mauvais résultats, ce n'est pas par hasard qu'ils arrivent. Il ne s'agit pas seulement de dire, mais envoyez-les en préparation. On a beau préparer, celui qui n'est pas formé, ça ne donne rien. Il faut former. Il faut former. Et il faut de la compétition dans les jambes avant d'arriver à la Tropicale. Est-ce que c'est valable pour l'athlétisme? Mais bien entendu. J'ai, hier encore, pas plus tard que hier, j'ai signé un certain nombre de courriers que j'ai adressés aux confédérations africaines, à la fois de football, d'athlétisme, de basket, de hand, pour demander qu'on nous envoie un certain nombre d'experts pour nous aider à bâtir de vraies stratégies de développement de ces disciplines. Mais ça fait des années qu'on ne sait pas qui est champion du Gabon de 100 mètres. Est-ce que quand même pour déterminer 100 mètres, il faut que des experts viennent de la planète Mars? On peut le faire, on a su le faire par le passé. Et l'OCSU va nous aider à rattraper ces éléments-là qui nous manquent aujourd'hui par une fédération. Mais à la décharge de la fédération, l'État n'a pas toujours été présent sur la question du financement. On promet des ressources financières et puis 1 an, 2 ans après, rien n'arrive et donc les fédérations s'asseyent. Mais là aussi parce qu'elles n'ont pas su chercher des sponsors pour les accompagner dans leurs activités. Donc c'est chacun qui est un peu responsable, mais ma mission à moi, ce n'est pas de constater, c'est de décider. Alors, on a une question d'un auditeur qui dit que pouvons-nous savoir si monsieur le ministre d'État a pris état du quiproquo qui existe entre la FEGABAB et la LIBAB? J'allais poser la question. Bon, je lis la presse. Je regarde régulièrement ce qui se dit dans le domaine qui est le mien, sur les réseaux sociaux, etc. Et je sais qu'il y a effectivement une difficulté. J'ai demandé donc à rencontrer les 2 acteurs, la Fédération gabonaise de basket et la Ligue de l'Estuaire. Il se trouve que la Fédération gabonaise de basket me répond que bon, mais monsieur le ministre, on va arriver, seulement c'est le président qui porte ce dossier et le président est pour le moment indisponible, il ne sera là qu'en début de semaine. Donc je prends mal la patience, j'attends que le président arrive pour demander qu'est-ce qui se passe. Il va nous expliquer. Le basketball, comme les autres sports, c'est le terrain qui détermine. Après, on peut discuter du sexe des anges, on peut discuter de l'application de ci ou de ça, ça se règle, mais ça ne peut pas paralyser le fonctionnement du basketball. Donc, on trouvera certainement le moyen de sortir de cette situation. Un autre portefeuille que vous occupez, c'est celui de la culture. Et l'événement majeur au niveau de la culture, c'est l'ouverture du musée. À quel moment peut-on nous attendre à l'inauguration officielle de ce monument dont on parle déjà dans la capitale? Avez-vous déjà évacué la question du retour de nos œuvres expatriées? Nous travaillons sur ce dossier, mais vous savez que ce sont des dossiers qui sont à la fois diplomatiques, politiques, etc. Ce n'est pas simple. Le président Macron a commandé un rapport, le rapport lui a été présenté et le gouvernement français ne s'est pas encore prononcé officiellement sur le dossier. Donc on attend. Mais entre-temps, nous travaillons dans une coopération directe avec notamment le musée du Quai Branly, avec d'autres musées et quelques collectionneurs qui détiennent nos œuvres. En ce qui concerne les collectionneurs, ils ont des droits sur ces œuvres-là. Il faut donc que l'État décide soit de mettre en place un fonds, et c'est ce qu'a décidé le chef de l'État, mettre en place un fonds pour racheter nos œuvres auprès des collectionneurs privés qui veulent les céder, et il y a des ventes qui se font, on y va et on rachète. Donc c'est une démarche volontariste de l'État. Il y a la coopération avec des musées pour savoir, écoutez, c'est nos œuvres, il faut nous les rendre. Mais ces musées, ces œuvres sont protégées par des lois internationales qu'il faut modifier. D'où la question de la coopération. Ça prendra du temps. Il ne faut pas s'imaginer que c'est la semaine prochaine qu'on va nous restituer. Ça prendra du temps. Mais nous sommes dans cette démarche. Et pour que cette démarche soit pleinement entendue, il fallait qu'on ait un musée à peu près aux normes. D'où ce musée a été fait avec les efforts personnels du chef de l'État. Ce musée a été fait. Nous avons programmé une ouverture administrative le 21 février. Elle aura lieu le 21 février. Pourquoi l'ouverture administrative? Parce qu'il faut que les dirigeants du musée prennent possession des lieux pour préparer l'exposition d'ouverture. On n'ouvre pas un musée sans exposition.
Donc, le public ne viendra qu'à l'exposition d'ouverture. Et nous avons décidé que cette exposition sera sur Gabon, terre de Bouiti. Pourquoi? Parce que le Bouiti, il est caractéristique du Gabon. Il est à la fois une religion traditionnelle, il est une philosophie, c'est un mode de vie, c'est un mode de pensée, c'est une culture. Il y a de la musique qui est d'inspiration Bouiti, d'ailleurs qui atteint tous les domaines aujourd'hui, y compris le rap, le slam, etc. Et donc, cette question du Bouiti nous paraît être fondamentale pour positionner le Gabon comme terre de Bouiti. Monsieur le ministre d'État, vous croyez à la philosophie du Bouiti? Ah non, ce n'est pas une question de croire. Moi, je suis ministre, je fais des constats. Je constate aussi que le Bouiti est l'une des seules religions traditionnelles qui est née dans un bassin premier et qui s'est étendue dans tout le pays. Il n'y a plus aujourd'hui une seule province où on ne rencontre pas de Bouiti. Alors que d'autres aspects, vous prenez par exemple le Ndjobi. Le Ndjobi est localisé dans le Haut-Ogooué. Et même dans le Haut-Ogooué, il n'est que dans certains départements. Vous prenez le Melan, il est uniquement chez les femmes. Mais le Bouiti, il est aujourd'hui dans l'ensemble du pays. Donc, ce n'est pas une question de croire ou ne pas croire. C'est un constat que je fais. Certaines personnes se posent la question de savoir si ça peut être très pessimiste d'ailleurs ce qu'on va dire, mais c'est pour que vous puissiez annoncer aussi le plan que vous avez pour le musée national. Après cette exposition, quel est véritablement le modèle économique sur lequel va se positionner le musée national, de sorte que on n'est pas juste un espace d'exposition comme on l'avait avant, où en vérité il n'y avait pas grand chose d'exposé? Le musée est un lieu de vie culturelle. Et il faut effectivement deux types d'expositions. Vous avez une exposition permanente et vous avez des expositions temporaires. Il faut que le musée crée de l'actualité, de l'activité artistique et culturelle pour qu'il soit un lieu de vie. Il faut que le musée soit connecté aux écoles, aux lycées et collèges, aux universités pour la visite, mais aussi pour la recherche. Donc s'il n'y a pas de lien entre le musée et le milieu artistique, par exemple, le musée sera une pierre morte. Et donc là, l'idée, c'est effectivement de faire un lieu de vie culturelle pour ce musée, avec bien entendu tout ce qui est nouveau développement numérique, une continuité en ce qui concerne le numérique. Mais votre question, elle est essentielle. Et nous allons là, encore une fois, au séminaire gouvernemental. C'est pour cela qu'il y a quelques jours, le Premier ministre est allé visiter le musée avec un certain nombre de membres du gouvernement directement concernés. Nous ne pouvons pas avoir fait un tel investissement et ne pas garantir des charges de fonctionnement inhérentes à cet investissement. Il faut donc des financements conséquents. Et ces financements, c'est d'abord le budget général de l'État. C'est ensuite l'activité même du musée qui doit générer de la ressource. D'où effectivement le modèle économique, qui est un modèle économique qui inclut un financement de l'État, qui inclut des sponsors pour les expositions. On a vu l'exposition des terres natales au musée du Quai Branly, où il y avait 80% de pièces qui venaient du Gabon. Cette exposition a été soutenue par Total. Donc on peut tout à fait avoir au Gabon des expositions soutenues par Total, par Comilog, par Oprag, etc., pour aider le musée à avoir de la ressource. Si ce n'est pas le cas, hélas, vous aurez raison, le musée pourrait connaître effectivement le sort du premier musée. On parle d'espaces culturels, mais aussi des espaces historiques. Il n'y a pas très longtemps, il y avait quelques débats sur les réseaux sociaux sur un espace culturel ou historique qui se trouve non loin du musée national. Je parle notamment du mausolée Léon Bas qui est depuis plusieurs mois fermé au public. Personne n'a l'autorisation ou le droit de le visiter. Pourtant, c'est un monument qui nous rappellerait aussi l'histoire, ou du moins sur lequel les gens pourraient se prosterner concernant l'histoire de notre premier président. Vous avez raison. Il faut savoir que dans plusieurs pays, les mausolées relèvent du ministère de la Culture. Dans notre pays, les mausolées relèvent de la présidence de la République. Et il se trouve que ce mausolée est fermé parce que les travaux qui ont été faits, apparemment, connaissent quelques avaries. Et donc, pour que le public ne puisse pas avoir de risque d'accident, d'un morceau de plafond qui tombe, il a été décidé de fermer au public le temps de faire des travaux. Mais ce mausolée, hélas, n'est pas sous mon autorité et j'aurais bien voulu que ce soit le cas. Monsieur le ministre d'État, il y a près d'un an, on avait parlé ici avec vous la question des loisirs chez les jeunes, qui n'a toujours pas été réglée. Les seuls loisirs à disposition des jeunes, ce sont les boîtes de nuit, les bars à proximité des établissements, les centres de loisirs. Vous aurez observé que les loisirs que vous évoquez sont des initiatives privées. Monsieur le ministre a inauguré un top park. Ce n'est pas l'État qui construit les bars. Ce n'est pas l'État qui construit les bars. Oui, j'ai été invité à inaugurer ce top park qui est une initiative privée. Et j'ai reçu les promoteurs pour leur indiquer des espaces
sur lesquels ils peuvent implanter également des lieux de loisirs, notamment le stade de Nzerayon, notamment le stade d'Akanda, notamment le rond-point de Nzerayon, et dont nous y travaillons. Vous savez, il y a des retards qui ont été pris dans notre pays. Et je comprends que les gens soient impatients, parce qu'effectivement, il faut de la ressource. Mais dans ce domaine, comme dans d'autres, il faut changer de modèle. Et donc, il faut que le privé s'implique. Ceux qui ont de l'argent, nous avons des terrains à disposition pour qu'on passe des PPP avec eux. Est-ce qu'aujourd'hui, monsieur le ministre, il n'est pas aussi envisagé, dans le cadre d'occupation des jeunes, mais également faire en sorte qu'il y ait un rayonnement de la culture gabonaise, notamment de la littérature, de penser à la création d'une bibliothèque qui pourrait valablement... Une bibliothèque communale ou nationale à nouveau? Je ne cesse de vous dire que dans ces domaines, comme dans le domaine du sport, ce sont plusieurs acteurs. Les collectivités locales doivent avoir une stratégie concernant le sport et la culture. Les bibliothèques municipales ne sont pas conçues par l'État, c'est conçu par les collectivités locales qui aujourd'hui ont du mal à le faire parce que vous dites ce qu'on appelle les budgets. Donc il faut s'asseoir et trouver des solutions. Nous sommes déjà en train de travailler chez une bibliothèque nationale. On a même identifié l'espace et donc une fois qu'on aura terminé avec le musée, si Dieu le veut, si nous sommes encore là, c'est un sujet sur lequel on va devoir se concentrer. Alors, très bien. Là, on va passer à la dernière question qui est quand même importante parce que on vient de terminer les élections législatives. Je savais que j'allais forcément faire un pas vers la politique. Et vous avez brillamment été réélu. Quel est votre sentiment au sortir de cette élection? Parce qu'on ne vous avait avait déjà parlé de ça avec le ministre d'État. On est forcément content. Il avait parlé qu'ils avaient un nouveau siège et les défis à venir étaient... Non, pas encore. Bon, monsieur le ministre d'État. C'était quoi la question? La question, c'est de savoir quel était votre sentiment à l'issue des résultats et de comment s'est passé le scrutin de façon générale. Mais on est toujours heureux d'avoir été élu, surtout d'avoir été bien élu. Et après, il y a les défis à relever, ils sont de plusieurs ordres. Il y a d'abord le défi de continuer à porter au niveau du Parlement, mais c'est le suppléant qui le fera, la voix des électeurs, la voix des originaires du siège, qui ont besoin d'un certain nombre d'infrastructures routières, administratives, etc. Donc ça, c'est général au pays. Il y a aussi la nécessité de s'ancrer dans un travail d'accompagnement et de contrôle de l'action publique, parce que c'est double. Vous avez d'un côté la majorité qui a pour rôle de soutenir l'action du gouvernement, mais cette même majorité, lorsqu'elle est parlementaire, elle a un rôle constitutionnel qui est le contrôle aussi de l'action du gouvernement. Donc, je crois que ce travail sera fait pleinement. Quelle est aujourd'hui votre lecture de la situation politique nationale? On a comme l'impression qu'il y a... Ce n'était pas la dernière question. Les questions politiques, du moins le débat politique se tasse un tout petit peu. Est-ce qu'il y a un essoufflement? Est-ce que c'est à moi de le raviver? On ne sait pas, mais monsieur votre observation. Vous êtes un acteur politique, c'est vrai que vous n'êtes pas le porte-parole. Moi, je voulais vous poser une question. Est-ce que cette situation vous ravit? Laquelle? Celle d'une léthargie du débat politique. Je ne sais pas ici à léthargie. Lorsqu'on est un acteur politique, il faut toujours faire très attention aux eaux qui paraissent calmes. Parce qu'elles peuvent être calmes en apparence, alors qu'en dessous, il peut y avoir des crocodiles qui dorment. Donc, il faut être prudent. Moi, je ne sais pas si c'est calme et je ne sais pas ce qu'il y a en dessous, mais il faut être prudent, il faut travailler. Il faut travailler à satisfaire les besoins des populations. Il faut travailler à faire en sorte que l'économie se porte bien, parce que tout est économique d'abord. Si les gens lui travaillent, s'ils ont leur salaire, les questions politiques, c'est des questions qui n'intéressent pas grand monde. Mais si les gens commencent à ne pas avoir de salaire, à ne pas avoir d'emploi, ils vont s'intéresser à la question politique parce qu'il faut remplacer ceux qui dirigent. Mais si chacun a de quoi faire bouillir sa marmite, malheureusement, mais c'est la situation partout dans le monde, on a beau être bien élu, si la situation sociale se dégrade, on a des difficultés. Très bien. Monsieur le ministre d'État, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation, sauf si Pépé, tu voulais dire quelque chose. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. C'était un réel plaisir de vous recevoir. Vous étiez très en forme ce matin. Merci. On rappelle donc qu'on avait le ministre d'État qui était avec nous, le ministre d'État, ministre des Sports, des Loisirs et de la Culture et de l'Artisanat, monsieur Alain-Claude Bidébinze, qui est avec nous ce matin sur le Da Fresh Morning. Restez connectés, on se retrouve lundi lorsqu'il sera exactement 7h. Da Fresh Morning.